Amis téléspectateurs, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de votre émission Expertise scientifique qui reçoit aujourd'hui M. Jean-Patrice Mundadi Mtita, avec qui nous allons parler du système éducatif de la République démocratique du Congo. Monsieur Jean-Patrice Mundadi, bonjour. Bonjour, Monsieur Simon. Ok, nous sommes ravis de vous avoir comme invité dans notre émission Expertise scientifique. Monsieur Mundadi, vous êtes pasteur et agrégé de l'enseignement. Et vous avez étudié à l'ISP Kananga, à l'UPN, ici à Kinshasa. À l'IPN. À l'UPN. IPN, Institut Pédagogique National. Et pas l'UPN. Non. Oui. Vous êtes de l'époque de l'IPN. IPN, là on formait de vrais pédagogues, des vrais enseignants, des agrégés de l'enseignement. Okay. J'ai fait l'anglais au niveau de la licence, donc je suis professeur d'anglais. Professeur d'anglais. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces titres-là, agrégé de l'enseignement? C'est-à-dire, il est autorisé, il est permis, il a toutes les capacités pour pouvoir administrer un enseignement. Donc celui qui n'est pas agrégé n'a pas toutes les possibilités de pouvoir administrer des enseignements. Puisque maintenant là, nous avons des enseignants dans nos écoles ici, tous ne sont pas des agrégés. C'est pourquoi on parle des qualifiés scientifiques, des qualifiés pédagogiques. Ouais. Et on trouve des enseignants qui sont des qualifiés scientifiques et au même moment des qualifiés pédagogiques. Les qualifiés pédagogiques sont des agrégés de l'enseignement. Et lorsque nous avions eu à lire votre CV, vous avez un CV très costaud là. Vous êtes spécialiste en relations internationales et stratégie avec une longue expérience professionnelle. Est-ce que vous pouvez vous-même nous faire une brève présentation? Brièvement, il faut dire qu'après mes études à l'Institut pédagogique national, j'ai travaillé au CCIZ comme formateur. J'ai enseigné l'anglais et puis je suis allé faire mes études post-universitaires aux États-Unis, à l'Université de la Floride du Sud, dans l'État de la Floride. Et quand je suis revenu, j'ai repris avec les enseignements à l'ISP Gombe, où j'ai formé les enseignantes d'anglais. Chemin faisant, j'ai été pris à la présidence de la République comme interprète à l'époque de Mobutu. Et j'y suis resté jusqu'à l'année passée. Et là, j'ai travaillé en qualité non seulement d'interprète, je suis devenu analyste politique. Je suis aussi devenu conseiller. J'ai eu à gérer différents desks au niveau de la présidence de la République. Vous avez eu à gérer différents desks au niveau de la présidence de la République, ce qui nous amène à parler de ce que vous avez eu à faire en 1999. Vous aviez été à l'origine de l'initiative ayant conduit à l'accord de Lusaka. Parlez-nous-en un peu. J'étais l'unique personne qui était en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Et là, j'ai recevé ce qu'on appelait à l'époque le Washington File. Et là, il y avait toutes les informations. J'étais l'unique personne et c'était en anglais. Et bien sûr qu'il y avait une version française. C'était la première fois que le président Museveni disait qu'il voulait rencontrer le président M. Laurent Désiré Kabila n'importe où, n'importe quand. Cette information était tombée entre mes mains, c'était une première. Et donc j'ai communiqué ça au conseil spécial chef d'État de l'époque. Et au même moment, il a communiqué cela à Musée. Et Musée a autorisé ce conseiller spécial de pouvoir faire le déplacement de Brazzaville et rencontrer Amama Babazi, qui était le ministre des Affaires étrangères ougandais. Et de fil en aiguille, on est allé jusqu'aux accords de Lusaka. Après les accords de Lusaka, vous avez eu aussi à être à l'origine de l'initiative ayant conduit à l'accord global inclusif. Tout ça, nous parlons de votre expérience. Puisque en ce moment-là, j'étais en France. C'est à mon retour de Paris que j'ai trouvé que cela a déjà été mis en chantier. C'est d'autres personnes qui avaient travaillé là-dessus. Mais pour l'accord de Lusaka, je peux me taper la poitrine. À l'époque, j'étais la seule personne qui lisait le Washington File. Et l'information du président Museveni a été relayée par le Washington File. Donc, disons,
le message, voulais-je dire, du président Museveni a été relayé par le canal de Washington Free. Aujourd'hui, nous allons vraiment beaucoup plus parler de l'enseignement avec vous, puisque vous êtes un agrégé de l'enseignement. Qu'est-ce que vous reprochez au niveau de l'enseignement ici en République démocratique du Congo? D'abord, Simon, il faut préciser une chose. Je n'ai pas fait de test, je n'ai pas administré un examen aux enfants, aux écoliers, pour dire avec précision que la qualité de notre enseignement est bonne ou mauvaise. Mais par contre, j'ai empiriquement réuni quelques variables. J'ai retenu 6 variables indépendantes qui, à leur examen, peuvent nous permettre d'affirmer ou d'infirmer les propos sur la qualité du système éducatif congolais. Ben, puisque vous ne voulez pas l'affirmer, mais il y a beaucoup de langues qui le disent qu'aujourd'hui, le niveau de l'enseignement en République démocratique du Congo est au rabais, en connaissance des causes par rapport à tout ce que nous avons au niveau de l'université et des instituts supérieurs, mais au niveau de la base aussi, ça pose problème. Non, bien sûr, ce que nous pouvons constater dans la société peut être le reflet de notre système éducatif, mais personne n'a osé mener des tests pour vérifier si le système éducatif congolais est bon ou mauvais. Personne n'a mené de tests. L'État congolais n'a pas, comment est-ce que je peux dire, financé un projet de vérification de la qualité de notre système éducatif. Ça n'a jamais été fait. Tout le monde se plaint, tout le monde dit que le système éducatif congolais est mauvais, nos enfants parlent mauvais français, les enfants, disons, ne raisonnent pas bien. Tout le monde le dit, mais qui a mené un test? Qui a osé regrouper un échantillon à partir duquel on peut dire, oui, voilà comment cet échantillon se comportait. À partir de cet échantillon, nous pouvons généraliser les renseignements que nous avons obtenus. Personne. Mais moi, j'ai retenu 6 variables indépendantes qui peuvent nous aider à répondre à cette question de la qualité du système éducatif congolais. Et s'il faut parler de la qualité du système éducatif congolais, par où doit-on commencer? Bon, comme je vous ai dit tantôt, j'ai retenu 6 variables. Oui. La première variable, c'est le temps de l'éducation. Ici, je voudrais dire qu'en République démocratique du Congo, on ne donne pas suffisamment du temps à l'éducation de nos enfants, plus particulièrement à l'éducation fondamentale et à l'école secondaire. On ne donne pas suffisamment du temps à la formation de nos enfants. L'enfant congolais reste à l'école 4 heures. S'il arrive à 8 heures, à 12 heures, on sonne et l'enfant rentre à la maison. Sur le chemin de l'école, il y a beaucoup de choses. Et l'enfant arrive parfois, au lieu d'arriver à 13h, 14h, l'enfant arrive à la maison à 18h. Et à partir de 13h ou de 12h même, il y a d'autres enfants qui viennent. Donc c'est 4 heures, 4 heures. Alors qu'en d'autres pays développés, des pays qui étaient même derrière nous, par exemple en Corée du Sud, voire en Chine, l'enfant reste à l'école 10 heures. Ça, c'est en temps normal. Mais en période d'examen, l'enfant reste à l'école 15 heures. Ce qui explique le niveau, la rapidité avec laquelle ces pays se sont développés. Mais depuis des années, des dizaines d'années, notre système éducatif ne fait que piétiner. Nous marchons à reculons pendant que les autres avancent. C'est ça notre drame. Nous ne nous engageons pas dans le même mouvement que le reste du monde. Mais avec ce que vous venez de dire là, l'enfant doit rester 10 heures du temps, 8 heures du temps à l'école. Est-ce que cela ne peut pas fragiliser cet enfant-là? Non, ça ne va pas fragiliser l'enfant. Les bambins, ils sont pleins d'énergie à vendre. Ils ont plein d'énergie à vendre
grâce à la plasticité du système cérébral de l'enfant. Il faut dire que le cerveau de l'enfant tourne beaucoup plus rapidement et c'est l'âge d'apprentissage. Vous comprenez, c'est l'âge d'apprentissage. Garder l'enfant à l'école 8 heures avec des enseignants qui lui administrent de l'enseignement, c'est profitable pour l'enfant. Pourquoi? Puisque cela élimine l'échec scolaire. C'est-à-dire un enfant qui reste à l'école, qui est très suivi par les enseignants, il a beaucoup plus de chances de réussir qu'un enfant qui il y a 4 heures à la maison, et plutôt 4 heures à l'école, et je peux dire le reste du temps, il est dans la rue, il est à la télé, il est sur le téléphone. Donc cet enfant a beaucoup de chances de réussir à l'école et dans la vie. Et aussi cet enfant, ou ces enfants, ont aussi la chance de ne pas s'exposer à la corruption, c'est-à-dire ils se retrouvent en échec scolaire. Alors ils sont obligés de recourir par des voies détournées à la corruption, soit avec l'appui des parents, avec l'appui des amis ou des connaissances de la famille. Vous comprenez? Et cet enfant qui passe des classes par la corruption, c'est un produit raté, c'est une charge pour la société. Ça élimine aussi les abandons scolaires. Vous avez des enfants, puisque la matière est très compliquée, ils quittent l'école parce que le professeur est dur, ils quittent l'école. Mais si on donne du temps à l'enfant de rester à l'école, le temps qu'on donne à l'enfant, c'est le temps aussi qu'on donne à l'enseignant de pouvoir terminer le programme, de pouvoir terminer ses prévisions de matière. Les enseignants congolais ne terminent pas leurs prévisions de matière. Ils ne terminent pas le programme faute du temps. Ils n'ont pas le temps matériel leur donner officiellement à l'école pour pouvoir administrer l'enseignement effectivement et s'attendre à de bons résultats. Moi j'ai connu des enseignants, j'ai fait 8 heures d'école primaire chaque jour et à des moments il y avait des professeurs qui étaient fiers de nous et nous étions aussi fiers de nos enseignants d'école primaire. Vous voyez? Donc il est très important que l'on donne du temps à notre système éducatif. C'est à l'avantage de l'enfant, c'est à l'avantage de l'enseignant. Puisque l'enseignant va enseigner effectivement, il va terminer son programme et il peut se dire, avec le travail que j'ai fait, mes élèves ont atteint un tel niveau pour les classes montantes et ceux qui sont en classe terminale, qui doivent aller à l'école secondaire. On est sûr que c'est des fruits mûrs qu'on est en train d'envoyer à l'école secondaire. Les assurances du professeur, de l'enseignant comptent beaucoup, aussi la confiance en soi. Et même les parents vont être contents. Donc ce n'est pas qu'en allant à l'école, on va fatiguer l'enfant. Mais quand vous le gardez à la maison, pendant 12 heures, il fait quoi? Pendant 16 heures, il fait quoi à la maison? Mais là vous me parlez du temps qu'on doit avoir pour les enseignements. Mais pendant les vacances, nous le voyons, nos enfants ne sont pas occupés pendant les vacances, des mois de vacances. Et le congé des Pâques, de Noël, tout ça. Non, parlons plus précisément des grandes vacances. Ça, c'est une grande pesanteur dans notre système éducatif. Ça rogne sur le temps de scolarité. 2 mois de vacances, l'enfant fait quoi? Et ce sont des distractions rongeuses des enseignements que l'enfant a eu à l'école. Vous voyez, puisque quand on enseigne quand on enseigne à un enfant, il y a quelque chose qui se déroule dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle les connexions neuronales, des connexions synaptiques. Les synapses sont les espaces entre les neurones. Alors, dès que vous enseignez, vous donnez un enseignement, vous enseignez un nouveau concept, une nouvelle formation, eh bien, les espaces synaptiques se connectent. Et c'est là où se trouve l'information. Et quand nous raisonnons, quand nous avons été assidûment à l'école, quand nous lisons beaucoup, ça vient facilement. Mais avec 2 mois de vacances,
les connexions synaptiques, les circuits synaptiques se défont. Pourquoi? Puisque l'enfant fait autre chose. Vous voyez, et cette tradition, nous l'avons héritée du système colonial. Oui. Les prêtres, les coopérants belges rentraient chez eux au mois de juillet pour aller faire le champ. Donc ils allaient amasser des stocks de paille pour les bêtes en hiver. C'est ainsi qu'eux rentraient chez eux pour faire ça au mois de juillet et au mois d'août, et ils nous revenaient au mois de septembre. Donc ça n'a rien à voir avec le repos des enfants comme tel. Ça dépendait des besoins des coloniaux qui étaient chez nous. Oui, donc c'est pourquoi je milite en faveur d'un mois de vacances. Mois de vacances. Que l'enfant reste en vacances un mois. Que l'enseignant se repose aussi un mois. Comme partout ailleurs dans notre système. Vous voyez? Ailleurs même le repos n'existe pas, puisqu'il est prouvé que vous pouvez travailler autant de temps et cela ne va pas ruiner votre santé. Donc là, il faut réduire les grandes vacances à un mois strict, c'est-à-dire la fin du mois de juillet. On ferme toutes les écoles et les enfants sont à la maison. Les parents peuvent même continuer à enseigner et ça c'est très bénéfique pour nos enfants. Ça sera du temps gagné sur l'année scolaire. Au premier point, vous aviez parlé du temps et passons maintenant au deuxième. Oui, la deuxième variable que j'ai empiriquement sélectionnée, c'est la technocratisation de la carrière enseignante. Et là, il s'agit de spécialiser les enseignants au niveau primaire. Ici, il faut que chaque classe ait 2 enseignants. 2 enseignants dans chaque classe? Oui, 2 enseignants pour chaque classe. Okay. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous aurons un enseignant qui enseigne les sciences dures et un enseignant qui enseigne les sciences moins dures. C'est à l'avantage et de l'enfant et du professeur. Pourquoi? L'enseignant aura le temps de préparer suffisamment ses matières. Puisque s'il enseigne les mathématiques, il enseigne la forme géométrique, il enseigne le système métrique, il enseigne la géométrie, il a tout le temps. C'est cohérent, hein, vous comprenez, puisqu'à la base de tout, il y a les chiffres. C'est cohérent, il prépare, il prépare effectivement. Puisque avec un professeur qui commence dans une classe de 8h à 12h, il bâcle la moitié de ses leçons. Il ne les prépare pas, il vient dans la salle de classe et il commence à faire ce qu'il se sent être capable de faire. Mais avec la technocratisation de la carrière enseignante, vous avez un enseignant qui se charge de tous les cours liés aux mathématiques. Et vous avez un enseignant qui se spécialise dans tous les cours des sciences moins dures, religion, civisme, français, histoire, géographie. Ce monsieur prépare effectivement ses leçons. Il n'a pas besoin de dire non, je prépare les calculs, ça, histoire et géographie, je vais me débrouiller dans la salle. Et tout ceci concourt à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. 2 enseignants dans la classe, c'est beaucoup plus motivant pour l'enfant. C'est-à-dire de 8h à 10h, il a un professeur. Et peut-être 10h30 à 12h, il a un autre professeur. Peut-être si on accepte que l'enfant reste à l'école 8h jusqu'à 15h. Vous comprenez? Il y a une alternance. Il y a des enseignants qui entrent et qui sortent. C'est une grande motivation pour les enfants parce qu'ils n'ont pas affaire à un même professeur qui va les fatiguer en enseignant des histoires qui sont très mal présentées. Voilà. Et là, ça va aussi préparer l'enfant à pouvoir bien aborder le cycle secondaire et universitaire. Absolument. Cet enfant, à l'école secondaire, ça sera un fruit mûr. Hein, ça ne sera pas un fruit raté. Et les professeurs, disons, à l'école secondaire, auront moins de travail à corriger le français parlé, ils auront moins de travail à corriger le français écrit, parce que l'enfant aura été
mieux formés à l'école fondamentale. C'est pourquoi on appelle ça école fondamentale. Malheureusement, chez nous, on ne prend pas ça au sérieux. On s'est réunis pour dire forum sur l'éducation, conclave sur le système d'enseignement en République démocratique du Congo. Mais il n'en sort absolument rien. Monsieur Jean-Patrice Mundadi, c'est intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Nous sommes arrivés à l'évidence qu'aujourd'hui, nous devons vraiment réformer l'enseignement en République démocratique du Congo, beaucoup plus au niveau fondamental. Et au troisième point, vous parlez de la démocratisation. Oui. Vous voyez? Oui, je parle de la démocratisation de l'enseignement parce qu'il est important de vulgariser les livres de l'école. Parce que la plupart des problèmes qui sont présentés dans les livres de calcul, même dans certains cours de français, les problèmes qui y sont présentés sont parfois difficiles pour certains parents qui ont la volonté d'aider leurs enfants à la maison, mais ne peuvent pas. C'est pourquoi là aussi, c'est une grande innovation. Ailleurs, ça existe déjà. Il faut, à côté des questions, qu'on prépare aussi des réponses. À côté des problèmes, on propose aussi des solutions. Qu'il n'y ait pas une question à l'école fondamentale dans un bouquin pour laquelle on ne trouve pas dans un autre bouquin des réponses, des solutions. Et là, ça pourra aussi beaucoup plus éviter des échecs à nos enfants. Ça va épargner les enfants des échecs scolaires. Puisqu'en ce moment-là, un parent qui regarde le problème, qui voit aussi la solution, peut enseigner, peut expliquer, peut aider l'enfant. Et le cas échéant, on peut recourir à une expertise familiale. On a un aîné qui a fait l'université, on a un aîné qui a terminé l'école secondaire. On peut le mettre à contribution pour pouvoir éclairer l'enfant sur les exercices de calcul qui sont présentés à l'école. Et alors l'enfant peut rentrer à l'école avec beaucoup de confiance. L'enfant peut rentrer à l'école sûr qu'il ne fera pas la honte de sa famille, sûr qu'il ne sera pas le dindon de la farce à l'école. Et à ce moment-là, ça va aussi éviter à ce qu'il n'y ait pas d'abandon, parce qu'il y a des fois aussi des enfants qui abandonnent leurs études parce qu'ils ne comprennent rien au niveau de l'école. Mais l'abandon vient commencer quand on arrive à manquer la confiance en soi. Cette confiance en soi, parce qu'il y a eu un parent derrière qui lui a donné, disons, beaucoup plus de motivation, qui lui a montré que non, cet exercice est facile. L'enfant ne se gênera pas d'aller à l'école. L'enfant ne fuira pas l'école, il ne fuira pas les moqueries des collègues, il ne fuira pas les remarques un peu péjoratives de l'enseignant. Il pourra se dire, je veux maintenant affronter cet enseignant, je veux aussi être comme les autres. Peut-être que cette année, il peut se dire, je serai aussi parmi les premiers de la classe. Donc une grande motivation pour empêcher que l'enfant n'abandonne pas la scolarité en cours de scolarité, permettez-moi le pléonasme. Que vient faire les sexes au niveau de l'enseignement primaire? Parce qu'au point suivant, vous avez parlé, vous allez nous parler plutôt de sexe. Mais qu'est-ce que le sexe vient faire dans l'enseignement primaire? Oui, c'est très important, puisque c'est une variable qui a un grand impact sur la réussite de nos filles à l'école. Une enquête menée quelque part, on me dira que toutes ces filles que tu vois à l'école primaire ne vont pas terminer cette école primaire vierge. Quand une fille de 8 ans, 9 ans, 10 ans connaît le sexe à l'école primaire, ça a les désavantages. Et nous regrettons que notre fille n'est pas intelligente, notre fille n'est pas ceci, notre fille n'est pas cela. Le sexe, c'est un comportement qui exige de grandes responsabilités, qui exige une grande prise de conscience. Donc, avant l'âge de 18 ans, je ne pense pas que l'enfant est suffisamment mature, et plus particulièrement à l'école primaire, l'enfant est suffisamment mature pour gérer cette responsabilité. Pourquoi? Elle doit réfléchir, elle doit penser qu'elle ne doit pas avoir une grossesse. En plus, si elle a déjà commencé à avoir
des règles, elle va se dire, oh, c'est troublant pour la jeune fille à l'école primaire. Maintenant, vous venez lui ajouter le sexe à l'école primaire. On en parle comme si on parlait des bananes et des cacahuètes à manger. Et ça distrait la fille à l'école. Dès qu'elle connaît les hommes, eh bien, il va chercher à éviter les IST, donc les infections sexuellement transmissibles. C'est une grande préoccupation pour elle. Elle va chercher à éviter des grossesses. Donc, en plus de tous les cours qui sont enseignés à l'école, en plus des pressions scolaires, elle subit des pressions internes. Et c'est une grande distraction. Pour ma part, il doit y avoir des lois qui interdisent strictement le sexe à l'école primaire, à l'école secondaire. Que les hommes se restreignent, que les hommes qui font ce genre d'histoire sur les enfants de moins de 18 ans sont au moins poursuivis de l'une ou de l'autre manière. Nous ne disons pas qu'il va falloir castrer certaines personnes, mais qu'on laisse les filles à l'école primaire libres de s'assumer comme les garçons. Qu'on laisse les filles à l'école secondaire avec tous les moyens qu'ont les garçons. Les garçons, oui. Vous voyez, considérez les filles comme les garçons, et considérez aussi les garçons comme... Vous leur donnez les mêmes chances. La fille devient amoindrie à l'école primaire avec cette responsabilité. À l'école secondaire, elle est amoindrie. Vous voyez. Donc, il est très très important que l'État congolais se penche là-dessus. Que celui qui va avec les mineurs en cours est un criminel et il encourt des peines assez importantes. Mais là, vous parlez du sexe, il faut éviter le sexe au niveau de l'enseignement fondamental et ce qui aidera aussi nos filles après le cycle fondamental secondaire, lorsqu'ils seront à l'université, qu'ils ne puissent pas tomber dans des points sexuellement transmissibles. Là, on en parle souvent. Oui, je vous dis, monsieur Simon, c'est pénible des choses qui se passent dans les universités. Mais au moins quand une enfant, je veux dire une fille, a passé le cap de l'école primaire, elle a passé le cap de l'école secondaire vierge, on a des assurances qu'au moins à l'université, elle aura moins de problèmes. Elle aura moins de problèmes. Je peux témoigner de ma propre famille, mais ce n'est ni le moment ni le lieu de pouvoir m'exposer. Mais ce que je dis est qu'il est vrai qu'une fille qui termine l'école primaire vierge, elle va très bien terminer son école primaire, elle va très bien faire son école secondaire si la discipline reste la même. Et il faut là la contribution des parents, que les parents expliquent à leurs enfants que le sexe est une lourde responsabilité. Malgré le plaisir que cela peut procurer, c'est de grandes responsabilités. Toute une vie peut être gâchée par le sexe. Eh bien, vous ne voyez pas qu'il faille aussi, au niveau de dirigeants, de pouvoir améliorer aussi les contenus des cours au niveau de l'école fondamentale, insérer par exemple un cours qui enseignerait les enfants à pouvoir éviter le sexe pendant qu'ils sont encore à ce niveau-là. Non. L'enseignant, c'est qui pour remplacer le parent? Ça, c'est la responsabilité des parents. Des parents, mais même au niveau des parents. Oui. Non. Je ne donne pas, moi personnellement, je ne donnerai pas à un professeur le pouvoir d'enseigner, de parler à ma fille du sexe. Ok. Ah, ça c'est les devoirs des parents. Ça c'est interne, c'est dans la famille. Okay. La maman tire sa fille de côté. Même si elle a été, je ne sais pas, puisqu'il y a beaucoup de mamans qui disent, moi j'ai connu les hommes à tel âge, j'ai terminé l'université. C'est une chance. Okay. Il y a des mamans qui disent ça à leur fille. Mais cette fille est dans un autre environnement. Il faut lui donner la chance de terminer l'école primaire, l'école secondaire
dans l'état où elle y est allée. C'est possible. Okay. Alors, il faut qu'il y ait... Le président Kabila avait dit l'autre fois, si j'ai échoué dans ce pays, j'ai échoué à changer la mentalité du peuple congolais. Et le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est revenu sur le changement de mentalité. C'est à la base, c'est à l'école fondamentale. Si nous pouvons bien enseigner à l'école fondamentale, si nous pouvons bien enseigner à l'école secondaire, notre société sera une meilleure société. Nous serons une société compétitive. Vous allez aujourd'hui à la fonction publique. Midi, tout le monde est debout dehors. Il n'y a personne qui sait rester derrière un bureau 4 heures, 2 heures en train de réfléchir. Et ça, c'est dans tous les ministères. Vous trouverez des gens comme ça. Vous voyez? Donc, pour changer la mentalité, c'est dans la famille. Papa et maman. Là où la maman échoue, le papa prend le relais pour dire à l'enfant, le sexe est une lourde responsabilité. Le sexe est une charge importante. Donc il faut être mature, il faut atteindre un certain âge pour pouvoir s'engager là-dedans. Sinon, vous échouez. Quand on met les cartes sur la table à l'enfant, je crois que les filles sont des êtres humains douées de toutes les fonctionnalités possibles. Elles vont devoir comprendre, elles vont devoir obéir, surtout obéir aux parents. Mais je ne permets pas à un enseignant de parler aux filles sur le sexe. Plus il en parle, le dérapage est vite arrivé. Ok, le point suivant. Le point suivant, c'est la massification de l'enseignement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il est important que tous les enfants congolais aillent à l'école. Tous les enfants congolais soient scolarisés. Qu'aucun enfant congolais ne soit laissé sur le trottoir. Aucun. Et c'était l'objectif de construire 1000 écoles. 1000 écoles. Mais on n'en a pas aujourd'hui. On n'a pas construit 1000 écoles. 1000 écoles pour permettre à chaque enfant, dans chaque hameau, dans chaque village, de pouvoir terminer l'école fondamentale. On dit fondamentale. Ouais. C'est la fondation. Si cette fondation est mauvaise, vous construisez une maison à étage, au bout d'un rien de temps, la maison s'écroule. Vous voyez, raison pour laquelle il faut des bâtiments. Il faut construire des écoles. Ça nous épargnerait du système de double vacation. Vous allez à l'Athénée de la Gombe, vous avez des enfants qui vont de 8h à 12h, de 13h à 18h, c'est d'autres enfants, vous comprenez. Et avec cela, donc l'enfant ne peut pas aller au-delà de 8h. C'est-à-dire il fera ses 4 heures et ça sera fini. Donc nous avons la charge de pouvoir construire des écoles et ravir les écoles qui ont été désaffectées. Il y en a une derrière le marché de Gambela. Je suis passé là-bas pour un petit problème. On m'a dit que c'est le service de l'INSS. Moi, je dis c'est quoi? Mais ça, c'est une école. Donc l'INSS, avec beaucoup d'argent qu'il fait, doit quitter cet endroit. Le ministère de l'Éducation doit le récupérer pour que les enfants aillent à l'école là-bas. Les enfants des environs ont besoin de ces bâtiments-là pour aller à l'école. Donc, il faut massifier l'enseignement, bien que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, cela a été un échec. Mais je crois qu'avec des innovations que nous sommes en train d'introduire, des professeurs dans la salle de classe, les enfants qui font 8 heures de temps, c'est-à-dire on a démocratisé l'enseignement, tout le monde peut enseigner. Je crois que la massification de l'enseignement chez nous va devoir réussir. Si nous respectons ce que nous nous étions dit il y a quelques années, 1000 écoles. Donc chaque hameau, chaque village aura une école. Dans la ville de Kinshasa, réhabiliter, arracher des écoles qui ont été spoliées par des particuliers et redonner à ces bâtiments une nouvelle image pour que les enfants viennent étudier là-dedans. Donc la massification de l'enseignement, c'est très important. Aucun enfant ne sera laissé sur le trottoir. La massification de l'enseignement. Monsieur Moundadi, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'État congolais soit capable de pouvoir massifier
l'enseignement, construire des infrastructures adéquates pour accueillir nos enfants et former les enseignants qui pourront dispenser des cours tels que vous le dites là et les payer aussi, c'est possible. Non, moi je suis le fruit du système de notre enseignement. Je n'étais pas l'étudiant le moins meilleur, j'étais parmi les meilleurs. Je crois que l'État congolais est capable. Parce que quand j'enseigne, à la fin c'est avec acclamation des élèves ou des étudiants. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux en République démocratique du Congo. Les bâtiments, nous avons parlé, les bâtiments, il y avait un programme, 1000 écoles. Donc, c'est-à-dire il y a de l'argent, il y a eu un détournement. Donc, il y a de l'argent dans ce pays qui peut aider à dégonfler certaines classes qui sont nombreuses et à supprimer le système de double vacation. Vous voyez ? Le système de double vacation réduit le nombre d'heures de scolarité, réduit le temps de l'éducation de nos enfants. Or, il faut maximiser le temps de l'éducation de nos enfants. Il faudrait, je crois que c'est la 6e variable que j'avais retenue. Oui. Il est important qu'à la tête du ministère de l'Éducation, que ce soit EPSP, que ce soit SURES, on a créé un autre truc là pour les écoles professionnelles aussi. Que ce soit des pédagogues, qu'on nomme des pédagogues à la tête du ministère de l'Éducation. On nomme des juristes. Les juristes, quand il est allé à l'école, il avait les prétentions de devenir avocat. Donc, se faire de l'argent, avoir des clients. Alors, quand vous faites d'un tel monsieur ministre de l'Éducation, vous savez à quoi vous devez vous attendre. C'est un échec qui ne va pas se préoccuper de l'école. Vous voyez ? Moi, je suis un enseignant. Une salle de classe, pour moi, c'est une boîte noire. Il n'y a que moi qui connais ce que je fais avec les élèves. La boîte noire, il n'y a que des pédagogues qui savent ce qui s'y passe. Donc, moi, je connais ce qui se passe dans la boîte noire. Je peux modifier. Je peux faire en telle sorte qu'au bout d'une période donnée, eh bien, on sorte des enfants capables de rivaliser avec les enfants coréens. Donc, il est important, même si cela dépend du choix des partis politiques. Mais est-ce que dans ces partis politiques, il n'y a pas de pédagogues? Il y a quand même des pédagogues. Il y a des agrégés de l'enseignement. Donnez-leur la charge du ministère, qu'ils fassent ce qu'ils ont appris à l'école. N'envoyez pas un médecin au ministère de l'Éducation. Nous voyons l'exemple avec le ministère de la Santé. Là, ce sont des médecins qui se succèdent. Pourquoi on ne joue pas avec la médecine? Mais on joue avec l'avenir de tout un pays. Vous voyez? Donc, il est important que l'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur Jean Mundadi, nous avons la prolifération des écoles privées ici en République démocratique du Congo, lesquelles écoles, des fois, laissent à désirer. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cela? Mais c'est aussi l'échec de l'État congolais. L'État congolais n'a pas construit d'écoles. C'est pourquoi les privés trouvent l'offre, plutôt trouvent la demande. Lorsque la demande est là, et que l'État ne sait pas répondre à la demande, et qu'il y ait un privé qui répond à la demande, ça paralyse l'État. L'État n'a pas de moyens de riposte. L'État n'a pas de moyens de réglementer cela. Pourquoi? Il est incapable de loger tous les enfants à l'école. Nous allons terminer par les volets de votre vocation. Vous êtes serviteur de Dieu. Parce que tout ce que nous pouvons faire, il faut mettre Dieu au devant de tout ce que nous pouvons faire pour réussir. Pensez-vous qu'un homme de Dieu peut aujourd'hui, un homme de Dieu congolais, peut aujourd'hui apporter un plus à l'éducation et à la politique, puisque vous avez eu aussi à exercer certaines fonctions politiques pendant de longues années? Non, un homme de Dieu peut le faire parce que Dieu habite en lui. Nous sommes des chrétiens parce que Christ habite en lui. Christ, c'est
comment est-ce que je peux dire, c'est le réservoir de toutes les connaissances. Hein. Quand il dit, si vous demeurez dans mes enseignements, vous connaîtrez, vous êtes effectivement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un homme de Dieu qui a suffisamment étudié, qui a de l'amour et qui a de la compassion pour ce pays, oui, peut enseigner, peut participer au changement de mentalité. Aujourd'hui, les Congolais, bien sûr que nous sommes dans un pays laïque, nous voyons il y a beaucoup plus d'églises de réveil aujourd'hui en République démocratique du Congo et beaucoup plus précisément ici dans la ville de Kinshasa. Les églises catholiques, partout où vous trouvez une église, vous trouvez une école. Les églises protestantes, salutistes, le musulman, vous trouvez une école. Mais vous qui êtes des églises de réveil, partout où vous êtes, il n'y a pas d'école construite par des églises de réveil. Non, il y a des églises de réveil qui construisent des écoles. Il y en a qui ont des écoles. Je ne les connais pas, je ne peux pas les énumérer tout de suite là. Mais il y a des pasteurs qui se sont investis à construire des écoles à côté de leurs églises. Il n'y a pas que les protestants, les catholiques, les kimbanguistes et les musulmans. Il y a des pasteurs congolais qui ont cette volonté. En plus de construire des jolies cathédrales, il y en a qui se donnent aussi à l'enseignement, surtout ceux qui ont fait l'enseignement. Ils sentent en eux cette vocation de pouvoir aussi avoir une école à côté. Bon, pour terminer, pasteur, est-ce que vous pouvez faire une synthèse, un message pour sur tout ce que nous avions dit tout au long de cette émission pour aider les téléspectateurs qui nous ont pris en cours et pour aider les autorités à pouvoir prendre des décisions responsables? Il y a un paradigme par lequel j'aimerais terminer. Je veux dire aux Congolais et aux Congolaises que les mêmes pensées conduisent au même choix, les mêmes choix conduisent au même comportement et le même comportement conduisent aux mêmes expériences et les mêmes expériences engendrent les mêmes sentiments, les mêmes émotions. Et si depuis 2001 jusqu'à ce jour, nous ne faisons que faire les mêmes choses, l'émergence est impossible. Il faut innover. Et on innove par la recherche scientifique. Merci, monsieur Simon. Merci, monsieur Jean Moundadi, pour votre prestation vraiment brillante dans l'émission. Et je suis sûr que cette émission retiendra l'attention des autorités et des téléspectateurs. Et ce ne sera pas la toute dernière fois de vous recevoir dans cette émission. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Jean-Patrice Moundadi, Tita, avec qui nous avions parlé du système éducatif de notre pays et beaucoup plus au niveau fondamental. Il a donné des pistes de solutions pour arriver à améliorer ce système. Nous vous retrouvons dans un prochain numéro. Au revoir.